Bonjour tout le monde. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo. Vous avez été nombreux à visionner la vidéo sur le capitalisme, une vidéo intéressante au cours de laquelle j'ai pu définir donc le capitalisme, puisque c'est pas aussi simple que ce qu'on peut imaginer. Donc ça fait pas mal de temps maintenant que j'ai pas publié, hein, comme je viens de vous dire, j'avais pas mal de choses à faire, et puis surtout j'ai fini d'écrire 2 livres. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'avais donc mon premier ouvrage, c'était celui-ci, donc les 3 clés de l'univers, donc comment fonctionne l'univers, hein, tout simplement, avec des nouvelles théories. Donc petite parenthèse, c'est pas un livre ésotérique comme certains peuvent se l'imaginer ou le dire d'ailleurs, puisque dès qu'on rentre dans des choses qui sortent des sentiers battus, donc on va toujours taxer, on va critiquer, voilà. Donc, donc je disais que j'ai écrit 2 livres là en 2022, donc j'ai été occupé, pas mal d'autres choses aussi, et puis on a été occupé avec, avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc c'était une vidéo d'introduction 2022 pour faire un petit point et pour vous dire que j'allais publier de nouvelles vidéos de définition et puis de nouvelles vidéos également pour vous parler des 2 livres que je viens d'écrire, notamment un livre intéressant. Voilà. Et donc alors, bon, cette vidéo, j'ai fait une liste de, de, de thèmes que je voudrais évoquer. Toujours dans l'idée, ici, je rappelle pour ceux qui me connaissent pas encore, donc je suis professeur indépendant, donc j'étais professeur d'histoire-géographie dans l'éducation nationale, donc j'ai quitté le, le cursus national parce que c'est du délire complet. Et puis surtout, au-delà de ça, le programme est complètement orienté et géré par des pays extérieurs à la France. Voilà. Donc, je suis obligé de faire mon enseignement de façon indépendante. Et au moins, on est libre de pouvoir développer des théories nouvelles, et puis surtout en phase avec la réalité et la vérité. Voilà. Alors, bon, pour ceux qui savent pas, bon, vous regarderez, il y a plusieurs vidéos, notamment qui traitent de physique, de biogéophysique, on peut appeler ça aussi la biogéométaphysique, ou l'ultraphysique, voilà. Et donc là, j'ai prévu une liste de vidéos, de thèmes. Donc les thèmes de définition qui permettent de couvrir un champ assez large de connaissances et d'appréhension, pardon, pas d'appréhension, de conception du monde. Parce que l'objectif de la biogéophysique, comme je la conçois, c'est de comprendre comment fonctionne notre monde, que ce soit d'un point de vue large ou précis. Voilà. Parce que tout peut s'étudier en zoomant ou en dézoomant. Donc mon objectif en tant que professeur de biogéophysique ou biogéométaphysique, c'est de mettre en évidence les mécanismes qui sont sous-jacents à ce qu'on observe, ou ce que l'on voit, ce que l'on entend, ou ce que l'on croit comprendre sur le fonctionnement du monde, que ce soit le fonctionnement de ce que moi j'ai appelé les éléments, ce que j'appelle l'infractif, ou le proactif, c'est-à-dire les organismes. Voilà. Petit rappel aussi sur la biogéophysique ou la ou l'ultraphysique, c'est qu'on couvre un champ, on essaie de couvrir un champ complet de toutes les sciences. Et grâce à ça, on arrive à faire des synthèses et à établir des schémas sur comment fonctionne notre monde.
que ce soit l'univers l'univers ou simplement la vie, ce qu'on peut appeler donc, ce que j'ai appelé en biogéophysique le système univers-vie, parce que c'est la même chose. Alors, pour vous aider à mieux entrevoir certains concepts qui sont en fait très flous, et qui sont incomplets aujourd'hui, hein, depuis qu'ils existent, donc je m'attelle à redéfinir des concepts, des notions qui sont en fait obsolètes, parce qu'elles sont incomplètes. Donc là, aujourd'hui, l'objet de la vidéo, c'est, comme vous pouvez le voir sur le titre, hein, c'est... bon, d'abord, je vais vous dire la liste que j'ai préparée, et puis il y a peut-être d'autres, elle n'est pas exhaustive, il y a d'autres thèmes que j'aimerais aborder. Alors la liste, vous devez vous impatienter, vous dire de quoi il va parler et quand est-ce qu'il va accoucher. Alors là, aujourd'hui, la vidéo, c'est sur la notion ou le concept de pays. Qu'est-ce qu'un pays? Voilà, donc c'est le thème que je vais traiter aujourd'hui rapidement, vous allez comprendre ce que c'est qu'un pays. Un autre thème que je vais aborder aussi, et forcément on va être obligé d'en parler dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que l'humanité, ou qu'est-ce que Homo sapiens sapiens, ou comment pourrait-on appréhender, définir cet organisme, ou l'homme. Voilà, l'humanité, l'homme, Homo sapiens sapiens. Voilà, donc je ferai une vidéo sur qu'est-ce que l'humanité. Voilà, mais on va devoir en parler dans la vidéo, qu'est-ce qu'un pays, les vidéos vont se croiser forcément. Une autre vidéo que je vais faire aussi sur qu'est-ce qu'on entend par le concept, la notion de temps. Qu'est-ce que le temps? Voilà, hein, donc un sujet large, mais qui en fait qui est extrêmement simple et qui, bien entendu, n'a pas été vu comme tel par les chercheurs ou les écrivains ou les personnes s'intéressant au sujet sur le temps. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît quelque chose qui paraît simple, évident, et qui en même temps peut paraître très flou. Et on pourra aussi faire une vidéo sur qu'est-ce que l'espace. Voilà, le concept d'espace. Et puis je terminerai cette vidéo où je ferai un petit point sur le dernier ouvrage que je viens de publier, toujours aux éditions Tout l'Univers, qui est une maison d'édition indépendante. Et puis pour ceux qui ne savent pas, vous avez la surprise. Donc le livre c'est L'Homme à quoi, le roman du grand requin blanc. Aux éditions Tout l'Univers, voilà un ouvrage assez spécifique, assez incroyable même, pourrait-on dire. Et j'en parlerai à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez avoir un petit résumé de son auteur. Alors, pour commencer la vidéo aujourd'hui, qu'est-ce qu'un pays? Alors, je fais un petit rappel aussi, moi, mes vidéos, elles sont pas du tout préparées. Je fais pas genre le mec qui va lire un prompteur ou quoi que ce soit. C'est direct, j'enchaîne. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, tac, j'allume, j'enregistre. On est à 8 minutes d'introduction, parce que c'est normal, c'était un peu long, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, il fallait que je fasse un petit point sur où j'en suis. Donc je vais essayer de ne pas dépasser 20 à 15 minutes. Donc il reste encore 8 minutes pour définir ce qu'est un pays. Alors pour ceux qui voudraient approfondir la question sur la notion de pays, il faudra vous référer à cet ouvrage que j'ai écrit en 2018, Les 3 clés de l'univers. Hein, donc le chapitre sur les esprias. Et vous saurez ce que c'est qu'un pays. Alors, quand j'étais en cours, quand je faisais mes cours de terminale comme prof d'histoire-géographie, donc dans plusieurs établissements pour les terminales, donc on évoquait les sujets actuels, les sujets bateaux, mondialisation et compagnie, ou les États-Unis, les Amériques, hein, c'est le truc phare, hein. Les USA, il faut absolument qu'on en parle évidemment, parce que c'est l'empire thalassocratique actuel dominant, donc il faut absolument faire un lavage de cerveau sur ce pays à tous les élèves pour obéir à la comment on appelle ça, l'acculturation en cours, quoi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais là elle va en s'accélérant. Donc j'en profitais pour demander à mes élèves, puisqu'on parlait de mondialisation, qu'est-ce que c'est qu'un pays? Bon, je fais une parenthèse.
j'aimais bien aussi, je fais une petite parenthèse, j'aimais bien aussi dire à mes élèves que le professeur n'est j'essayais de leur définir ce que c'était qu'un professeur, et à chaque fois, ils étaient étonnés quand je leur disais qu'un professeur, c'est d'abord un élève. C'est d'abord quelqu'un de curieux qui aime apprendre, c'est quelqu'un qui est humble, et surtout, c'est pas quelqu'un qui sait tout. Donc, et j'ai toujours cette même démarche aujourd'hui, même si je peux avoir un peu parfois l'air de dire ah non, c'est pas comme ça, il se trompe, ah, c'est plutôt comme ça, c'est plutôt comme ça. C'est parce que malgré tout, je fais des recherches, je travaille et j'arrive à des résultats. Et donc, quand mes résultats sont satisfaisants et euh, ils sont incontestables, donc j'ai cette démarche de dire c'est comme ça. Après, je suis toujours ouvert à la discussion, je suis quelqu'un d'humble, donc si des gens, ou parmi vous, vous avez des arguments à faire valoir, ou des idées, des remarques, je suis preneur. Et quand je demandais à mes élèves, alors qu'est-ce qu'un élève? Alors, du coup, qu'est-ce qu'un élève? Et ben, je leur disais, quand ils ne savaient pas, je leur disais, c'est d'abord un professeur. Voilà, et pour la petite histoire, au cours d'une leçon, d'un cours sur l'Amérique du Sud, donc j'étais en train de faire un cours sur le Brésil, c'était des terminales, et un élève tout d'un coup demande Monsieur, c'est quoi la monnaie du Brésil? La monnaie brésilienne. Et comme je ne savais pas, ou je ne savais plus, je dis bah, je ne sais pas. Comme ils savent que quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas, et donc je demande est-ce que quelqu'un sait? Et un élève donc lève la main et dit oui monsieur c'est le réal. Alors je dis aux élèves ah oui c'est vrai c'est le réal. Ça m'était revenu donc écrivez donc c'est le réal. Donc tout ça pour dire encore une fois que les profs, les instituteurs ne sont pas des gens qui sont détenteurs du savoir, ils sont détenteurs d'un savoir. Voilà la nuance. Et que effectivement on sous-entend dans le système éducatif de masse que le prof doit savoir, tout savoir, etc. Alors que c'est une aberration totale. Et les rapports entre justement enseignants et élèves seraient meilleurs si on avait conscience et notion de ces choses. Donc on n'a pas l'humilité. Le savoir, c'est d'abord la curiosité de la connaissance. C'est pas la nomenclature, c'est pas question pour un champion. Voilà. Donc, alors, le pays, alors je demandais à mes élèves quand on parlait de la mondialisation, bon voilà, on va essayer, bien sûr c'était hors programme, hein. Donc, mais pour moi c'était important, parce que pour moi c'était important de leur dire aujourd'hui, voilà, la science ça évolue, la recherche évolue, et aujourd'hui on a des nouveaux concepts, et j'ai développé des nouveaux concepts pour essayer de comprendre ce que ça, et pourquoi du coup la mondialisation existe. Et si j'en parlais pas, c'était compliqué d'évoquer la mondialisation. Aujourd'hui, si on demande à des élèves qu'est-ce que c'est que la mondialisation, on va dire ah ben c'est l'accélération des échanges entre les pays, c'est la multimodalité des systèmes de production selon les grandes aires géographiques, avec de la sous-traitance, avec une uniformisation des systèmes de production, une homogénéisation à l'anglo-saxonne des systèmes productifs, etc. Donc on va parler de la mondialisation, on va évoquer toutes ces notions, tous ces thèmes. Mais on oubliera le principal, c'est-à-dire l'humain, c'est-à-dire comment fonctionne l'humain dans tout ça, qu'est-ce qu'est l'humain, qu'est-ce que l'humanité, et que deviennent les pays dans la mondialisation. D'ailleurs, il y a un sujet qui est très à la mode aujourd'hui, c'est le concept de gouvernement mondial. Voilà. Donc, ce thème qui est mis en avant aujourd'hui par les médias, et c'est une réalité, hein, est en rapport avec ce concept de mondialisation, et les deux vont de pair. Alors, quand je demandais à mes élèves, bon, qu'est-ce que c'est qu'un pays? Alors, je disais, on va écrire au tableau tous les synonymes, parce que justement, quand je leur demandais qu'est-ce qu'un pays, donc est-ce qu'on peut proposer une définition de cette notion, de ce concept? D'ailleurs, notion, concept, ça ne veut pas forcément dire la même chose, mais pour moi, ici, je les emploie comme la même chose. Donc, c'était très compliqué, même pour moi aujourd'hui, ou même pour vous, si vous essayez de définir ce que c'est qu'un pays, vous allez mettre des mots, mais il n'y aura pas une définition claire et précise.
Donc donc on écrivait les mots, hein, chaque élève levait la main, disait ah ouais, il y a ça, il y a ça. Donc par exemple, je sais pas moi, il y avait culture, il y avait nation, il y avait frontière, il y avait langue, il y avait plein de mots qui venaient pour définir ce qu'était donc un pays. Mais en fait, on n'avait pas vraiment, au bout du compte, une idée précise de ce que ça voulait dire. Et donc c'est là où j'étais obligé d'introduire le concept et la notion une notion fondamentale que j'ai évoquée dans la vidéo sur la théorie du tout, et surtout dans la vidéo sur le capitalisme, qui est la notion, le concept, ou la réalité plutôt, de transformation. Donc puisque la biogéophysique, comme moi je l'entends, son postulat, c'est que l'univers et la vie sont organisés par un principe majeur. Il y en a 3, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin qui s'appelle Les 3 clés de l'univers. Hein. C'est pas 3 clés genre strict machin, c'est parce qu'il y a 3 principes majeurs. Donc le premier, il n'y a pas d'ordre, hein. Les 3 sont au même niveau, mais celui qui est le plus frappant, le plus visible d'entre tous, c'est le concept de transformation, puisque tout se transforme tout le temps, puisqu'il n'y a rien qui ne se transforme pas. Donc c'est ce que j'évoque dans la vidéo sur le capitalisme. Et quand on doit étudier ce qu'est un pays, on doit forcément évoquer le concept de transformation, puisque un pays, c'est forcément une entité qui est propre aux humains. Hein. Il n'y a pas de pays pour les lions, ou aussi on peut dire que les lions vivent dans certaines régions, mais il n'y a pas de nation de lions, de nation d'éléphants, de nation de baleines ou quoi que ce soit. Ce sont que des espèces qui vivent dans des aires géographiques déterminées. Mais les humains ont organisé leur cadre de vie planétaire selon justement les termes qu'on a évoqués avant, suivant aussi différentes cultures, différentes langues, qui corroborent, qui sont en lien avec des aires géographiques et des frontières. Et ça définit ce que l'on a appelé pays. Après, bien sûr, on pourrait étudier l'étymologie du mot pays. J'ai pas fait d'ailleurs. C'est un truc, quelque chose qu'on doit évoquer. Mais c'est pas nécessaire pour permettre de définir ce qu'est un pays aujourd'hui, comme on devrait le connaître et le comprendre. Donc, si on reprend le postulat de la transformation, donc il faut donc comprendre que on doit revenir à la base de la biogéophysique, qui dit que dans le système univers-vie, on a un principe majeur qui est la transformation de la matière et de l'énergie générale. Et cette transformation, elle est scindée en 2 modes, un mode infractif, donc les éléments, aujourd'hui là par exemple je suis arrosé de photons, c'est de la transformation infractive, il n'y a pas d'organisme derrière ça. Ou la gravité, là je suis écrasé dans le fauteuil, donc ça c'est pareil, c'est de la transformation infractive. Et les organismes sont dotés de programmes de transformation de la matière et de l'énergie, mais augmentés. On pourrait dire aussi un synonyme spécifique. Alors que la lumière et la gravité, c'est de la transformation que j'ai appelée non spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Alors les pays, en fait, ce sont des programmes de transformation de la matière et de l'énergie spécifiques, en fonction justement de plusieurs propriétés inductives propres à ces programmes. Et alors, pour la petite histoire, j'ai inventé un mot pour appeler ces programmes, parce que pour dire programme, c'est pas marrant, j'ai appelé ça un esprias. Donc pareil, vous avez un chapitre là sur les esprias, et qui vous détaille exactement ce que c'est qu'un esprias. Bon, je vais en parler. Et puis là, je vais vous montrer quelques schémas aussi qui pourront agrémenter mon propos. Donc les pays, en fait, et quand j'ai raconté ça aux élèves, ils étaient en train d'halluciner. Ils hallucinaient grave, ils étaient avec des yeux comme ça et tout. Ils étaient merde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh oui. En fait, les pays, ce sont des esprias, ce sont des programmes de transformation de la matière et de l'énergie spécifiques. Et ces programmes, ils sont dotés de 7 propriétés inductives. Chaque pays de notre planète comprend, n'importe quel pays comprend, n'importe quel peuple, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas des peuples, des pays notamment que j'ai appelés balkanisés,
ou qui ont été dominés par des pays, des esprias plus puissants. Tous sont constitués de 7 propriétés inductives. Je vais tout de suite les évoquer, comme ça c'est fait. Donc ces 7 propriétés, elles sont inductives, ça veut dire qu'elles induisent le fonctionnement de ces pays, de ces esprias. S'il n'y a pas ces 7 propriétés, il n'y a pas d'esprias en fait. On peut aussi dire esprias anthropiques. Alors, première propriété inductive qui définit un pays, donc un esprias, c'est les gènes. En fonction des gènes, on a des types humains, des types ethniques. Avant, il y a plusieurs décennies, on disait des races. Certains emploient encore le terme, mais c'est un terme qu'on n'a pas le droit d'employer parce qu'on est dans des mouvances ou dans des délires, n'importe quoi. Alors qu'on dit bien des races de chiens ou de tout ce qu'on veut, bref. Donc, la première propriété inductive, c'est les gènes. Ça définit un codage génétique conditionné par un ADN qui va définir des morphologies ou des comportements, et des comportements qui sont inscrits dans l'ADN. Donc ça, c'est la première des 7 propriétés inductives qui définissent un pays. C'est-à-dire qui définissent un pays, c'est-à-dire une population liée à ce pays. Donc une population, on va dire aussi des cellules espriaciques comme adjectif, pour que ça soit plus précis. Première propriété, donc les gènes. Deuxième propriété, peut-être vous allez deviner, c'est la langue, un langage, et qui dépend aussi de la première, bien entendu, mais pas forcément, puisque un enfant, à ses naissances, il pourra développer tous les types de langues en fonction des parents qu'il aura ou des gens qu'il aura autour de lui, il développera telle ou telle langue. Donc le langage, c'est la deuxième propriété inductive, par ordre d'importance, qui va définir donc un esprias anthropique, et donc par là même un pays. Troisième propriété inductive, alors c'est une troisième propriété, elle est hybride, et justement elle est composée de 3 éléments à l'intérieur: l'économie, les religions et les valeurs. Donc ces 3 éléments-là sont inclus dedans puisqu'ils sont plus ou moins en interaction. Donc j'ai défini cette troisième propriété inductive comme élément forcément qui caractérise un pays, puisque forcément un pays a telle ou telle religion qui est plus ou moins représentée, même si dans un pays on peut avoir plusieurs religions bien entendu, mais un pays va avoir une religion dominante en général. Statistiquement, et qu'on va retrouver chez un grand nombre de cellules espriaciques de ce pays, justement. Donc l'économie aussi, elle va définir un esprias. Forcément, si on prend les États-Unis, l'esprias américain, comme on peut dire justement, il va être défini par un gène américain, même s'il y a beaucoup de mélanges, hispaniques, afro-américains, etc. Mais on a malgré tout, pour nous aider à identifier tout d'un coup cet esprias, on va basculer dans le mode 2, là on va avoir la langue américaine, qui n'est pas la langue anglaise, attention, même s'il y a un lien avec la langue anglaise. Mais il y a une mutation, notamment au point de vue des accents, et donc du parler, et même du vocabulaire. Et si on prend la troisième propriété inductive de l'esprias américain, on va voir qu'il y a une économie particulières, des religions particulières et des valeurs particulières qui sont mises en avant, qui ne sont pas les mêmes par exemple, si on prend l'esprias marocain, par exemple, avec des propriétés différentes. Quatrième propriété inductive qui caractérise un esprias, donc un pays. Donc, on peut 4 ou 5, on peut prendre l'un ou l'autre, mais 4, c'est un peu le même mode, au même niveau, les deux, c'est la nourriture. L'alimentation d'un esprias anthropique, ces traditions culinaires vont permettre de définir cet esprias et donc ce pays, même s'il y a des acculturations ou des importations d'autres types culinaires, bien entendu. Mais on trouvera toujours des traditions culinaires ou des habitudes culinaires dans ces esprias. Je n'ai pas besoin que je vous donne d'exemples, vous en avez des millions. Vous en connaissez des millions. Cinquième propriété inductive qui caractérise un esprias anthropique, et après d'ailleurs on pourra s'amuser à comparer avec les esprias les autres, animaux ou végétaux, etc., qui n'ont que 4 propriétés inductives. Cinquième, chez les humains, c'est, vous pouvez vous deviner, les vêtements. Voilà, les vêtements. Par exemple, la casquette, c'est typique
de l'esprias américain, par exemple. Donc là, j'ai, si vous voulez, une espèce d'élément donc vestimentaire qui est le fruit de l'imagination, de l'émanation de l'esprias américain. Donc les vêtements, pareil, on a des traditions vestimentaires et autres, bien sûr qu'on ne trouve pas chez les animaux. Sixième propriété inductive donc, qui permet de définir un pays, un esprias, c'est tout ce qui concerne, et là il y a plusieurs éléments dans cette propriété inductive, c'est tout ce qui est en lien avec les arts, et les métiers, musique, danse. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là, architecture, art, métier, danse, musique, tous ces éléments un peu qui sont en lien aussi avec le langage. Mais là, on est avec des éléments qui sont extérieurs, c'est-à-dire un langage qui n'est pas parlé, mais si, bon, la musique, on va parler, on chante, hein, c'est pour évoquer quelque chose de différent. Voilà, donc pour la sixième propriété inductive, et bien entendu, chaque esprias va avoir ses traditions musicales, ses instruments, ses traditions de danse, ses traditions architecturales, etc., etc., même si on trouve des homogénéisations et des hybridations du fait du succès de certains modes ou de la prégnance de certains modes, notamment par exemple si on prend toujours l'esprias américain, l'influence, ce qu'on appelle aussi en géographie le soft power, l'influence cinématographique, l'influence musicale qui va avoir un grand impact chez d'autres pays, dans d'autres pays, donc pour d'autres esprias, mais qui vont quand même essayer de conserver leur tradition. Donc cette sixième propriété, ils vont tout faire pour garder ça comme un élément justement identitaire et qui permette de conserver la marque de ce programme de transformation de la matière à l'énergie type. Septième et dernière propriété inductive, c'est une propriété importante, intéressante, puisqu'elle concerne tout ce qui est technologie et armement, et aussi mode de déplacement. Voilà, pour prendre un exemple très concret, il y a des pays qui ne possèdent pas d'armes nucléaires ou qui possèdent des modes de déplacement qui sont restreints. On peut prendre deux exemples majeurs, l'arme nucléaire ou par exemple la capacité d'envoyer des fusées ou des spationefs dans l'espace. Donc par exemple, si on prend, je sais pas moi, l'esprias yéménite ou l'esprias turc, ils ne possèdent pas ces deux éléments dans leur septième propriété inductive. Bien entendu, ils possèdent des armes, ils possèdent des moyens technologiques, ils ont Internet, etc. Mais si on les compare à d'autres esprias, et ben donc ils vont être différents à ce titre-là. Voilà donc ce qui caractérise aujourd'hui de façon précise, claire, nette, un pays. Donc ce sont ces 7 propriétés inductives et qui définissent du même coup un mode de transformation de la matière et de l'énergie différent entre chaque pays, puisque justement ces 7 propriétés inductives agissent continuellement pour que ce soit le cas. Donc bien entendu, il y a des hybridations entre pays, entre cellules espriaciques, donc entre individus, et ce qui provoque des hybridations à tous les niveaux de ces propriétés inductives. Donc voilà, on a défini ce qu'était un pays de façon claire, nette et précise et simple. Et bien entendu, le pays, il est défini, là on peut reprendre les éléments connus, par des frontières, par une situation géographique précise sur notre astre tellurique, hein, bien entendu. Mais maintenant, on va pouvoir compléter cette définition avec ces éléments d'ordre transformatif, qui sont en lien avec le principe de transformation et qui permettent vraiment de préciser ce qu'est un pays. Voilà, un pays, c'est donc un programme de transformation de la matière-énergie anthropique défini par ces 7 propriétés inductives. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Alors après, j'ai fait une classification, bien entendu, une typologie des esprias en fonction justement de la puissance de ces propriétés, et ce qui permet simplement de faire une pyramide, comme un graphique. Et bien entendu, on a ce que j'ai appelé un méga esprias, des esprias standards, des esprias balkanisés. Qu'est-ce que j'ai évoqué? Je ne me souviens plus. Et vous retrouverez toute cette nomenclature dans le livre Les 3 clés de l'univers, et qui permet donc clairement de définir un ordre
pas de puissance, si je puis dire, mais une typologie, puisque elle existe, cette typologie, on ne peut pas la contester, on ne peut pas la nier, et donc eh ben, forcément, on doit la connaître. Voilà, donc ça donne ça. Je vous montre le schéma. Donc vous avez en haut donc le principe de l'esprias anthropique, hein, donc ce que je viens d'évoquer. Tout en bas, bah, vous avez moi, par exemple, une cellule. Je suis une cellule. Je suis caractérisé par une propriété 1, les gènes, un langage, donc propriété 2, un mode économique, des valeurs, religion, des vêtements, un mode culinaire, culinaire, et je vis dans un pays qui possède l'arme nucléaire et qui envoie des fusées. Voilà. Donc, mais malgré tout, la France, c'est pas un méga esprias, c'est ce que j'ai appelé un esprias standard. Donc, alors justement, je vais lire avec vous. Donc, la typologie, c'est la suivante, hein, des pays. Ils se trouvent dans cette classification, soit dans... ah non, j'ai même évoqué le principe de méta-esprias. Et méta-esprias, donc, eh ben justement, égale globalisation. C'est-à-dire que c'est un esprias vraiment qui s'étend sur le globe. C'est qui va vraiment avoir une influence très très forte. Donc, alors j'ai écrit en dessous libéral anglo-saxon, libéral européen, libéral asiatique. Voilà. Donc, ce qu'on appelle des méta-esprias, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un impact très fort sur l'ensemble des autres esprias. Alors, en dessous, méga esprias, alors là, on va cibler les pays, c'est-à-dire que là, on peut les nommer. Donc, par exemple, USA, Russie, Chine, Brésil, Japon, Europe, j'ai mis un point d'interrogation. Je considère aujourd'hui, en 2022, que l'Europe n'est pas un méga esprias parce qu'elle est devenue balkanisée. Elle est balkanisée, elle est, comment dire, déstabilisée par le méta-esprias anglo-saxon. Esprias standard, hein, c'est celui qui est en dessous. Donc les pays standards, bah, par exemple si on prend l'Europe, la Suède, l'Allemagne, la Turquie fait pas partie de l'Europe, mais c'est les Esprias standards, je sais pas moi, le Yémen, le Maroc, la Côte d'Ivoire ou la France, sont des Esprias standards. Voilà. Même si la France détient l'arme nucléaire et la Côte d'Ivoire ne détient pas le nucléaire, malgré tout, ce sont des esprits standards dans le fait qu'ils n'ont pas une influence fondamentale, contrairement à ces méga esprias que sont la Russie, les États-Unis, la Chine, par exemple. Alors voilà un autre élément intéressant, un autre terme, les esprias que j'ai appelés morcelés. On pourrait aussi appeler balkanisés, c'est-à-dire qui sont fracturés. Bon, par exemple, on peut malheureusement pas parler d'esprias. Ah, je pose la question dans le livre, hein, malgré tout. Hein, je laisse la porte ouverte. J'ai considéré l'Afrique comme un esprias morcelé, bah forcément par les puissances occidentales. Et donc, il ne s'agit pas d'un méga esprias. Voilà, selon moi. Et puis,